Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. 2025 est une année charnière pour nos entreprises, nos emplois et le rayonnement du territoire. Tel était le message du président de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, jeudi 30 janvier, en présentant ses vœux à la presse. 10 jours après l'annonce de la fermeture de 2 magasins des Galeries Lafayette, au Centre-Bourse et au Prado, Jean-Luc Chauvin appelle à un sursaut. La fermeture des Galeries Lafayette, d'abord, c'est regrettable que la deuxième ville de France ne soit pas capable de garder un des fleurons du commerce français. On a encore le printemps, mais on n'aura plus les Galeries Lafayette. Ça nécessite qu'on y travaille et que peut-être on trouve avec eux des solutions pour pouvoir s'implanter. Deuxième remarque, le départ des Galeries Lafayette dans le Centre-Bourse ou au Prado Shopping mettent quelque part un peu en danger ces deux grands centres commerciaux de la ville, celui du sud et celui du centre-ville, puisque c'est des surfaces très importantes, 22 000 m² sur les 48 000 du Centre-Bourse, avec des galeries commerciales qui ont déjà par ailleurs, comme la plupart de celles de Marseille, quelques difficultés, avec déjà un taux de vacances qui est un peu plus important que celui du centre-ville. Je rappelle que le centre-ville est en gros à 16%, alors que le taux de vacances dans les galeries commerciales, en tout cas ces deux-là, est plutôt de 25%, bien que des grands efforts aient été faits, qu'on ait réouvert un certain nombre de commerces. La défense du centre-ville, c'est en fait permettre au centre-ville de continuer à vivre. Vous avez bien vu un changement de paradigme dans nos modes de consommation. Un certain nombre de marques, et les plus importantes depuis le début de l'année 2024, ont disparu. Ça met en difficulté nos activités de cœur de ville. Personne ne vend dans un centre-ville qui est à moitié fermé, ni les touristes, ni les habitants. Donc le fait de garder de près ce qui peut se passer et de participer à la construction d'un centre-ville dynamique qui corresponde, d'attirer du pouvoir d'achat, des gens qui viennent se déplacer parce qu'il y a de la qualité de vie, permet de faire consommer, d'aider nos commerces de proximité et nos modèles. Il y a une concurrence multiple, à la fois avec les sites internet, il y a une concurrence aussi avec des opérateurs mondiaux qui produisent à bas coût dans des conditions complexes, et là il faudra que l'État prenne ses responsabilités et que les parlementaires ou l'État légifèrent. C'est pas nous à notre niveau qui allons pouvoir le régler. Et puis il y a un problème de nouveaux usages, de nouvelles façons de traiter, le click and collect. Donc il y a un besoin, pas que chez nous, dans toutes les villes de France, dans tous les villages, dans tous les bourgs, de retravailler sur nos centres-villes et sur l'attractivité commerciale de nos centres-villes. Mais le commerce, c'est aussi ce qui fait du lien de vie, ce qui donne du sens aux choses, c'est aussi ce qui fait qu'on se parle et c'est aussi ce qui fait que le cœur d'une ville, d'une cité, d'un village, d'un bourg fonctionne. Donc on ne peut pas se contenter de l'abandonner. Pour le président de la CCI-AMP, la disparition de l'enseigne doit servir de signal d'alarme pour éviter la dégradation et fermeture d'enseignes supplémentaires. Il appelle à repenser le centre-ville. Du coup, on travaille à un projet alternatif. J'ai appelé les 3 collectivités à se joindre à nous pour pouvoir travailler sur une étude de faisabilité d'installation de la cité judiciaire qui aurait besoin de 40 000 m² à la place des 48 000 que pourrait avoir le Centre-Bourse, ou partiellement, parce qu'on peut aussi considérer, vu la proximité entre les deux sites, que suivant le choix, pour faire encore plus d'économies, une partie pour rester sur le site actuel, une partie pour y venir là, et de toute façon à faire une proposition alternative à l'État en région et à l'État central, au ministère de la Justice, à ses équipes, qui puissent satisfaire les magistrats, qui puissent permettre d'avoir une vraie cité judiciaire qui est indispensable au plus vite sur le territoire, donc dès 2030, plutôt que d'attendre 2035, et qui coûte nettement moins cher à tous les Marseillaises et Marseillais et à tous les Français, puisque c'est l'impôt qui va payer le montant. Donc voilà, l'idée, ça pourrait être de faire un gagnant-gagnant, et pourquoi pas, je dis banco aussi, si la présidente de la métropole et que le bâtiment Amédée Hautan se libère, décide d'y installer les équipes de la métropole, ça peut faire un plus pour participer à la redynamisation de ce centre-ville, justement, qui est le deuxième sujet sur lequel je demande aux collectivités et à l'État qu'on se mette autour de la table pour créer un plan de redynamisation du centre-ville avec des décisions précises, des calendriers précis où chacun se mobilise pour réussir, qui touche à la fois à l'environnement urbain, à l'espace public, à son utilisation, à sa sécurisation, à sa propreté, mais qui touche aussi à des éléments d'urbanisme, qui touche aussi à des choix stratégiques d'attirer plutôt tel type de population ou tel autre, et par exemple d'inciter les activités économiques, si c'est le choix à revenir en centre-ville, par la fameuse création d'une zone franche temporaire sur le centre-ville de Marseille. Marseille est en danger comme toutes les villes. Toutes les villes sont plus ou moins en danger. Vous avez des villes qui ont pris le virage, qui ont anticipé, qui sont très dynamiques sur notre territoire, Aix-en-Provence et Salon en particulier. Salon est un modèle exceptionnel au niveau national. Et puis vous avez des villes qui n'ont pas forcément pris le train, et vous avez donc des villes qui ont un danger. Donc Marseille, oui, de ce point de vue, peut être en danger. Pourtant, des choses ont été faites. On a fait des expérimentation. Dès que je suis arrivé dans cette maison, dès 2017, on a poussé la municipalité à agir autour de l'opéra. Et vous voyez bien le changement. Il y a encore des choses à régler, tout n'est pas parfait, mais on voit bien le changement de commerce, on voit bien le changement d'envie, on voit bien... Voilà. Donc, en agissant, il y a des choses qui peuvent permettre d'améliorer la situation, en aménageant l'espace public. Après, si on fait rien, on laisse les choses se dégrader, et donc on va probablement
probablement créer et favoriser l'installation des commerces, le regroupement dans d'autres zones. Mais repenser le centre-ville, c'est aussi revoir son accessibilité dans tous ses aspects, selon Jean-Luc Chauvin. Bien sûr, on a parlé des problèmes de prix de parking, et vous l'entendez, les gens vous le disent. On a parlé aussi du sentiment de sécurité ou d'insécurité, je ne sais pas ce que je dois dire. Parfois juste. Et d'ailleurs, on voit bien qu'à travers le comité centre-ville, on a travaillé avec les collectivités et l'État, que les parkings se soient améliorés en centre-ville au niveau de la sécurité, et qu'il y a une action d'envergure qui est mise en place dans Noailles contre la vente à la sauvette, contre l'utilisation de l'espace public, et que cette action mène des fruits. C'était devenu invivable. Et il y a d'autres lieux sur le territoire où il faudra le faire. Donc oui, ça fait partie des sujets. Ça fait partie des sujets aussi de la réhabilitation du centre-ville. Quand on met des pavés blancs à la place de mettre de l'enrobé, c'est nettement moins chaud. Sauf que le pavé blanc, il se salit. Et qu'on ne fait pas partie des territoires où il pleut tous les 2 jours. Donc ça ne peut pas se laver tout seul. Donc il faut mettre les moyens. Si on a une seule autolaveuse pour tout le centre-ville, ça ne peut pas fonctionner. De la même façon, si on accepte, si on tolère dans l'espace public des tresseuses ou des vendeurs à la sauvette qui font de la concurrence loyale par rapport à des commerçants déloyales, par rapport à des commerçants qui paient des impôts, qui paient des taxes et qui paient des loyers, au bout d'un moment donné, c'est ceux qui paient tout ça qui ferment et on garde des locaux fermés et des gens dans la rue qui travaillent, qui ne payent rien. C'est bien de vouloir aider les gens à s'en sortir. C'est pas le sujet. Sauf qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait la même règle du jeu pour tout le monde. Et donc, plutôt que de penser à augmenter ceux qui ont déjà des difficultés à s'en sortir, qui cotisent déjà, peut-être qu'il faut qu'on diminue et qu'on harmonise pour tout le monde. Moi, je suis favorable à tous ceux qui veulent entreprendre et qui n'ont pas aujourd'hui d'éléments, viennent de le faire tout à fait légalement avec les mêmes éléments que les autres. Voilà. Pour Jean-Luc Chauvin, Marseille, ville-monde, doit se laisser porter par son destin. L'histoire lui a d'ailleurs donné raison. L'histoire de ce territoire, la plus vieille ville de France, 2600 ans, c'est l'arrivée par la mer des Grecs. Mais tout au long de cette histoire, Marseille a été une ville qui a été une ville accueillante, qui a été une ville de successives vagues d'immigration liées au maritime, liées à la décolonisation, liées aux Italiens, liées à la construction, liées aux opportunités diverses et variées. Ça crée du coup un patrimoine génétique, un ADN de cette ville qui est multiculturel. Un ADN de cette ville qui a fait que cette ville a toujours rayonné quand elle a regardé la mer et quand elle a été une capitale de la Méditerranée, de l'Euroméditerranée. On est né comme ça. La Chambre de commerce et d'industrie est née en 1599 par la volonté des armateurs et des commerçants de faire du commerce en Méditerranée et donc de se protéger face aux attaques de piraterie du côté de Chypre avec l'aide des galères royales. C'est l'histoire de ce territoire. Et cet ADN multiculturel, il correspond au monde d'aujourd'hui. Parce que le monde d'aujourd'hui, ça a été un monde grâce aux outils Internet qui a été raccourci, où l'information circule beaucoup plus vite et où les cultures se partagent plus. Et ce modèle multiculturel, on est probablement la ville de France qui a la plus grande capacité à pouvoir l'inventer ici et en faire bénéficier la France. Profitons de cette énergie, profitons de aussi cette jeunesse qui est plus importante ici qu'ailleurs pour créer le ciment, les conditions de la réussite du modèle français. Et oui, on est une ville-monde pour toutes ces raisons. On est ouvert au monde par la mer, on est ouvert géographiquement et géostratégiquement. On est la capitale du sud de l'Europe, il ne faut pas en douter, sur la Méditerranée. Et il faut qu'on le revendique clairement et il faut qu'on s'en ait les moyens pour l'être de façon incontestablement. Pour préparer les 40 prochaines années, vous avez parlé d'un changement de mindset en s'appuyant sur la jeunesse. Il y a une anecdote particulière d'ailleurs lors de la remise de prix. Oui, mais il faut bien qu'on prenne conscience de quelque chose. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est fait pour les générations futures. Or, la jeunesse aujourd'hui n'a pas les mêmes aspirations que nos générations. Et je ne suis pas certain qu'on ait compris ce dont ils ont envie et je ne suis pas certain qu'on soit capable de mettre en place ce dont ils ont besoin. Et donc en fait, si tout ce qu'on est en train de faire ne satisfait pas nos jeunes, ceux qui vont en bénéficier et qui vont y vivre, je me dis qu'on rate une opportunité. On a sur ce territoire une jeunesse exceptionnelle, puisqu'on est une ville-monde. D'abord, on a plus de jeunesse que dans d'autres métropoles françaises. On a un taux de jeunes de moins de 30 ans plus élevé. On a une jeunesse multiculturelle. On a une jeunesse qui est engagée, qui est ambassadrice de son territoire. Et donc, je me dis que c'est peut-être vraiment dommage de se priver de leur expertise, voire de plus les associer. Et si je vais au bout, je me dis que finalement, c'est le moment de faire un saut de génération, parce que notre génération, elle a réussi beaucoup de choses, mais elle n'a pas tout réussi. On a des vrais problèmes, et peut-être que les jeunes ont envie de résoudre ces problèmes-là différemment de ce qu'on pourrait le faire nous. Il faut les écouter, pourquoi pas leur laisser les mains. Vous avez insisté aussi sur l'électricité décarbonée, et là, on n'est pas encore au point. L'électricité décarbonée, on n'est pas au point pour une raison qui est très simple. On sait qu'aujourd'hui, on est dépendant en termes d'énergie. On produit 40% de l'énergie dont on a besoin dans cette région. Et on sait que les besoins vont être immenses, à la fois parce qu'on dit toujours l'industrie, ok, mais aussi pour les usages, les besoins personnels. Si on supprime les chaudières au fioul ou au gaz dans nos immeubles, dans nos copropriétés, il va bien falloir remplacer par une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, elle va marcher avec de l'électricité. La mise sur le port en place de branchements à quai des bateaux, il va falloir de l'électricité, sinon ça sert à rien. Les voitures électriques ou semi-électriques, il va falloir de l'électricité pour
pour les brancher. Et donc, si on cumule tous les usages, on va avoir une forte accélération de nos besoins. Et donc, on a un besoin d'électricité, bien sûr, pour décarboner l'industrie, pour faire 40 ans de croissance économique radieuse, donc de développement d'emplois, de développement de formation, de développement sur le territoire. On en a besoin en premier lieu, je voudrais le dire comme ça, pour le changement climatique et pour la qualité de vie sur le territoire. En deuxième lieu, pour la croissance économique et pour nos usages quotidiens. On n'a plus le choix. À la fois, c'est un sujet de souveraineté économique pour la France, à la fois, c'est un sujet du quotidien de chacun d'entre nous. Il faut qu'on en soit bien conscient. Si quand il y a 3 degrés de plus l'été, quand on est en période de canicule, personne ne peut brancher sa clim parce qu'on n'a pas d'électricité, ça sera bien d'avoir des pompes à chaleur. Si quand il fait froid, comme on a connu au mois de janvier, personne ne peut brancher son chauffage ou on a des coupures alternatives parce qu'on n'a pas suffisamment d'électricité pour satisfaire le besoin de chauffage de tout le monde, on n'aura rien gagné. Donc il faut quand même à un moment donné sortir des concepts théoriques qui sont nécessaires pour prendre en considération, mais pour passer dans la vraie vie, comment on fait? L'énergie décarbonée, c'est l'électricité qui est produite dans la vallée du Rhône, il nous faut juste de quoi la ramener. La solution qui sera arrêtée sera la bonne, mais il faut arrêter de tergiverser, on en a besoin maintenant. Si avant la fin du premier semestre, les décisions ne sont pas prises, on perdra des projets économiques et une fois de plus, on passera à côté d'une opportunité qui nous permettrait d'avoir 40 ans de croissance économique, de développement harmonieux de ce territoire. On va passer à 10 ans de décroissance industrielle et donc décroissance économique pour le territoire. Les atouts sont nombreux sur notre territoire, insiste le président de la CCIMP. Dans la période de morosité et de difficultés ambiantes, nous les chefs d'entreprise, on ne va pas s'arrêter à la morosité. Les difficultés, on en connaît, on est résilients, on en a passé beaucoup. C'est vrai que là, ne pas avoir de loi de finances, pas connaître la situation, ça complique beaucoup les choses et du coup on n'ose plus investir, on ne sait pas ce qui va se passer, ça bloque tout, on voit bien que le chômage remonte alors qu'on était sur une dynamique de diminution ou autre. Une fois tout ça, cela est dit, il n'y a pas 40 solutions. Soit on se lève et on continue à se bagarrer, à faire améliorer les choses, à avoir de l'optimisme, soit on dit c'est fini, on est défaitiste. Moi je fais partie de ceux qui décident de continuer résolument à nous battre. On a un territoire avec beaucoup de chance, beaucoup de force, cette jeunesse qu'on vient d'évoquer, cette ouverture au monde, cette place numérique forte qui nous fait rentrer dans les 5 métropoles mondiales, cette capacité à faire de la décarbonation. Les atouts sont nombreux, parce qu'on est justement une ville-monde avec une économie diversifiée, une économie monde, parce qu'on a pris des coups d'avance, parfois malgré nous, sur le numérique, les câbles et les data centers, personne ne l'a voulu, ça s'est créé ici, parce que c'est notre position stratégique, notre position géographique. Il faut donc plus que jamais développer, mais il faut le faire ensemble et être optimiste, évidemment. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.